Ensemble, c'est mieux. Soyez les bienvenus. On est ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle semaine de ce nouveau rendez-vous dont vous avez l'habitude désormais sur France 3 Paris Île-de-France. On vous retrouve avec grand bonheur dès 10h50 pour des infos pratiques qui vous concernent, des invités inspirants qui se bougent pour que nous vivions tous mieux ensemble et en solidarité. Ensemble, c'est mieux en équipe avec Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem que je vais retrouver dans un instant. Ils vont vous présenter le très beau sommaire de ce lundi. Mais d'abord, comme d'habitude, voici notre humeur du jour en chanson. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Aimer la vie, ça tombait sous le sens. C'est une chanson intitulée La chanson d'un jour d'été, issue des Demoiselles de Rochefort que vous avez peut-être pris plaisir à voir ou à revoir hier soir sur France 2 à l'occasion de cette triste nouvelle, le décès de Michel Legrand, immense compositeur de musique de film disparu à l'âge de 86 ans. C'était samedi. C'était notre façon aussi de nous associer. Parce que finalement, les artistes, ils ne meurent jamais grâce à leurs œuvres et celle-ci restera bien entendu. Et puis l'occasion aussi d'avoir une pensée assez émue pour Macha Merrill qui était sur notre plateau, qui nous avait émerveillés de sa générosité et qui aujourd'hui doit être extrêmement triste. Donc voilà, écoutez Michel Legrand aujourd'hui, mais aussi demain et tous les autres jours de la semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Valérie. Mais oui, ça va bien. De quoi va-t-on parler? On va parler d'une question pratique comme d'habitude en ouverture. Et oui, aujourd'hui on va parler du mal de tête, un mal qui concerne un adulte sur deux en France. Et pour répondre à vos questions, sur les céphalées, c'est le nom savant du mal de tête, on reçoit le docteur Roland Lévy, il est généraliste à Paris. Et puis ensuite nous mettrons en lumière une personnalité qui est allée au bout de son idée et qui a monté son business intergénérationnel. Au bout de son idée, au bout de ses rêves, c'est Stéphanie Serré-Anichini, fondatrice de Kokoya. Alors comme ça, Kokoya, on dirait une petite île de Thaïlande, pas du tout. C'est une plateforme qui met en relation autour de la formation numérique. Une particularité, c'est une plateforme transgénérationnelle. Et puis, vous le savez, on aime les mélanges et les tables ouvertes. Alors, la créatrice de Kokoya rencontrera José Manuel Gonçalves, qui nous rejoindra en troisième partie. Il est le directeur du 104, cet établissement culturel pas comme les autres, situé dans le 19e arrondissement de Paris, inauguré il y a un peu plus de 10 ans, un lieu ouvert où vous pouvez tout à la fois voir des spectacles, des expositions, mais aussi vous exprimer artistiquement, librement, dans cette grande halle qui vous attend. Un lieu différent pour tous, toutes les générations et toutes les classes sociales. On vous en parlera tout à l'heure. Et puis, vous le savez, on est ici en studio, à Vanves, mais aussi au plus près de vous, partout en Île-de-France. Et ça, c'est la mission de notre ambassadeur, Raphaël Yem. Bonjour à vous, toujours accompagné de Laurent Billot, que l'on salue également. Vous aussi, vous êtes dans le 19e arrondissement et puis vous êtes Zapois, vous êtes green, vous êtes vivant, vous êtes nature et donc vous êtes au salon Vivez Nature. Je suis comme d'habitude, Valérie, j'espère que ça va, vous avez passé un bon week-end. Je suis aussi dans un lieu ouvert que nos téléspectateurs et téléspectatrices connaissent bien, la grande halle de la Villette, dans le 10e arrondissement, donc pas très loin du 104 d'ailleurs. Effectivement, vous avez raison, Valérie. Aujourd'hui, je suis au salon Vivez Nature, un salon justement pour les citadins qui ont envie de faire de leur ville une ville durable. On en parle avec la patronne, celle qui est aux grandes manœuvres, c'est Ondine. Comment ça va, Ondine? Très bien, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, le salon est en train d'ouvrir, c'est pour ça que vous voyez des camions derrière nous. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, c'est le dernier jour, c'est gratuit si vous avez envie de venir, c'est ce soir jusqu'à 18h. Mais qu'est-ce qu'on va voir ici au salon ? Alors au salon, vous allez découvrir une centaine d'exposants qui proposent des produits bio, sains, naturels, dans des domaines très variés comme l'alimentation, la beauté, le bien-être, la mode, l'habitat sain aussi. Et aujourd'hui, moi je viens voir des associations, notamment franciliennes, qui peuvent se revendiquer de l'écologie urbaine, qui est d'ailleurs l'un des piliers de ce salon. Exactement, le salon Vivez Nature est dédié à l'écologie urbaine. On a voulu mettre en avant toutes les initiatives de la ville de Paris, de la région Île-de-France, mais aussi des initiatives citoyennes qui
travaille à faire en sorte qu'on puisse vivre en ville de manière plus saine, plus durable, plus écologique. C'est ce qu'on essaie aussi de montrer, tous les jours dans Ensemble c'est mieux. Eh ben on y va alors, puisque tout le monde s'installe. Bon, on vous retrouve tout à l'heure avec des associations justement qui font le travail. À tout à l'heure. Merci beaucoup Raphaël, à tout à l'heure. Ensemble c'est mieux, c'est parti. Et d'abord, on répond donc à vos questions autour du mal de tête. Vous avez déjà entendu ou dit « Pas ce soir chérie, j'ai mal à la tête » ou « Parle moins fort, ça résonne » car nous sommes 8 à 10 millions de Français à souffrir du mal de tête, plus ou moins sérieux, plus ou moins récurrent, parfois même le signe d'une maladie plus grave. Bref, on a décidé de faire le point avec notre invité. Bonjour, docteur Roland Lévy. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes médecin Merci. Généraliste à Paris. Vous allez nous éclairer sur tout un tas de questions qu'on se pose autour du mal de tête qui pourrait ne pas être si anodin que ça. Mais d'abord, j'ai lu que le mal de tête, c'était le premier motif de consultation chez son docteur. Est-ce que vous nous le confirmez ? Oui, un des premiers en tout cas, avec la fatigue, les troubles du sommeil, les syndromes dépressifs, l'anxiété. C'est dire si ça Et le mal de concerne dos, tout le bien monde. sûr. Et oui, oui, ça nous est tous absolument. arrivé au moins une fois, un lendemain de fête trop arrosé, on est resté trop longtemps devant son écran d'ordinateur ou encore parfois même sans raison. On a tous ressenti un jour des douleurs au crâne, jusque-là rien de grave, mais pour certains, ces maux peuvent être plus violents et surtout assez handicapants. La migraine serait la 7e pathologie la plus invalidante dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On va voir dans un instant la différence entre mal de tête et migraine, mais avant quelques explications sur l'origine de ces céphalées. Tout vous prend la tête, ma voix vous agresse, vous êtes sensible à la lumière, les picotements, brûlures ou compressions au niveau de la tête font partie de votre quotidien, vous souffrez sûrement de céphalées comme près d'une personne sur deux entre 18 et 65 ans. Elles viennent du crâne et peuvent s'étaler jusque dans la nuque. Généralement sans gravité, les maux de tête peuvent avoir différentes causes, et parfois les plus improbables. Boire trop froid ou trop rapidement et hop, ça monte à la tête. Oui, je sais, ça fait mal rien que d'y penser. Mais attention, il y a maux de tête et maux de tête. Il existe une classification publiée par la Société internationale des céphalées depuis 1951. Et oui, ça ne rigole pas, écoutez bien. Si vous ressentez une tension au niveau du crâne, liée au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil, à la faim ou à l'abus d'alcool, vous souffrez de céphalées de tension. Si votre mal commence par une douleur près de l'œil, d'un côté de la tête et se répand ensuite, vous êtes migraineux. Les changements hormonaux, les odeurs ou certains aliments comme les vieux fromages, le chocolat et la charcuterie peuvent en être la cause. Elles durent de quelques heures à quelques jours et concernent majoritairement les femmes qui y sont 3 fois plus sujettes. L'égalité n'est définitivement pas pour tout de suite. Mais les hommes aussi peuvent avoir mal à la tête. Leur douleur survient souvent la nuit, elle part de l'œil et s'étend sur le visage, toujours du même côté. On appelle ça l'algie vasculaire de la face. Voilà, vous savez maintenant vous situer dans le mal de tête. Le meilleur remède pour le contrer, le calme, la relaxation et même la natation. Bon, bah moi je vais enfiler mon maillot, hein. C'est risqué. Ouais, faites donc ça. La céphalée, donc pour reprendre le nom savant, en fait, on l'a compris, il y a 3 types de maux de tête. La migraine, le mal de tête de tension et le mal de tête symptomatique. Définition rapide de chacune. Alors presque. En fait, les céphalées, c'est un terme qui veut dire maux de tête. Mais en fait, dans les céphalées, il y a les céphalées primaires qu'on va citer, dont on va parler, c'est-à-dire les migraines, les céphalées de tension, les algies vasculaires de la face, etc., etc. Et les céphalées secondaires qui sont beaucoup plus graves, qui sont liées à des maladies beaucoup plus graves, l'hémorragie cérébrale, etc., dont on va peut-être pas, méningite, tumeur. Oui, Voilà. dans les cas les plus Là, on va courants, rester On va faire dans ce qu'on paniquer. appelle les céphalées primaires. Donc, il y a effectivement les migraines, il y a les céphalées de tension, qui sont vraiment les 2 plus fréquentes qu'on rencontre en médecine de ville. Alors, la migraine, c'est d'abord une affection neurovasculaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inflammation des neurones, qui sont les cellules du cerveau, et vasculaire, parce qu'elle intéresse en fait la vasodilatation et la vasoconstriction des vaisseaux du cerveau. Et pourquoi on insiste beaucoup sur cette définition ? Parce qu'elle va entraîner des traitements qui sont spécifiques. Alors, c'est une douleur qui est pulsatile, souvent unilatérale. On a l'impression que ça bat. Elle dure à peu près, on va dire, de quelques heures à plusieurs jours. Elle s'étend progressivement. Elle n'arrive pas d'emblée brutalement. Et puis, surtout, chose importante, elle est accompagnée souvent de nausées, voire de vomissements. Et surtout, chose difficilement supportable, l'effort,
la lumière et le bruit. Souvent, les gens vont se mettre dans un coin et Dans ne le noir. plus bouger. Alors ça, voilà. c'est voilà, si vous avez ces symptômes-là, c'est que c'est une migraine et non pas une céphalée de tension. Alors, céphalée tension n'a rien à voir, c'est plutôt une douleur en casque, c'est une tension musculaire qui peut être aussi dans les cas de ce qu'on appelle... pardon. Non, Pardon. allez-y. Dans le cas de ce qu'on appelle les céphalées de tension chronique, où il y a véritablement un dérèglement du mécanisme de la douleur, comme on le voit dans d'autres maladies, pour la fibromyalgie par exemple. Mais là, c'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus chronique. Ça n'évolue pas tellement par crise, ça dure des jours, parfois plusieurs semaines. Et c'est une douleur qui n'a absolument rien à voir ni avec la nausée, ni avec le vomissement, ni avec l'effort. Et qu'est-ce qui déclenche un mal de tête la plupart du temps? Alors, il y a plein de causes. Il y a les causes graves, on ne va pas en parler, mais c'est souvent l'alcool, le tabac. On avait parlé des variations hormonales, mais il y a aussi des variations météorologiques, les aliments, les Ah oui, parfums. météorologique. Météorologiques, oui. L'arrivée du froid ou une trop grande chaleur ou la pluie, il y a des migraineux qui savent que le temps va changer. Et alors, comment on détermine de quel mal de tête on souffre, de quelle migraine on souffre? C'est à l'ancienneté, c'est à la récurrence? C'est en fait à la qualité du médecin qui saura analyser vos symptômes. Un mal Ouais. de tête, il faut consulter? Ah oui, obligatoirement. Ah oui, oui, oui. D'accord. Parce qu'en fait, un mal de tête donne des symptômes qui peuvent être liés à des affections tout à fait banales ou graves. On prend par exemple ce qu'on appelle les migraines accompagnées, où il y a ce qu'on appelle une aura, c'est-à-dire des signes qui annoncent l'arrivée de la douleur. Et dans cette aura, il peut y avoir des troubles du langage, des troubles visuels qui peuvent se confondre avec une maladie beaucoup plus grave. Oui, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on se bourre de Doliprane Oui. ou d'aspirine, on attend Voilà. que ça passe, Ou mais d'anti-inflammatoires. en fait, on ne traite pas la cause du tout. Oui, quand on fait en ça. général, la douleur va s'atténuer avec les antalgiques habituels. Et ou avec si les justement ça antimigraineux. passe bien avec les antalgiques, ça veut dire qu'en fait c'est pas si grave. Oui, mais les migraineux connaissent très bien leur maladie. En général, on commence à être migraineux vers l'adolescence. Donc, souvent, la maman est migraineuse, parce que c'est une maladie familiale, génétique. Donc, les gens savent très bien ce qu'ils doivent prendre. Ils ont même des Et carnets. parfois le samedi soir, évidemment. Ah oui, là, vous parlez de la migraine du Non, mais- week-end. Oui, bah, les justement, céphalées c'est du quoi- week-end. Mais c'est quoi la migraine du Alors, week-end? c'est une entité un peu sociale, physiopathologique. Ce sont des gens qui n'ont absolument pas de douleur dans la semaine, qui ne savent même pas ce que c'est que d'avoir mal, et qui, le matin du week-end, se réveillent avec un mal de tête terrible. Épouvantable. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'activité. Le cerveau digère très mal le changement d'activité. On se lève plus du tout à la même heure. On n'a pas pris les 4-5 cafés où on va bosser avec le stress qu'on sait. Et ce changement où on se sent relaxé déclenche, paradoxalement, des maux de tête. Bon, on va écouter à présent la question de Françoise, elle habite Damary-Lélis. Bonjour, je suis Françoise Perrault. Je fais du coaching de santé. J'habite à Damary-Lélis. Donc, je suis intéressée par la proposition de savoir travailler sur les maux de tête. Je voudrais savoir pourquoi, lorsque j'ai mal aux pieds dans mes chaussures, ça finit par me déclencher un mal de tête. Voilà ma question. Merci. Elle devrait savoir, les coachs santé. Quand ça peut remonter jusqu'à la tête? Alors, il y a effectivement... Alors là, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle l'ostéopathie. C'est-à-dire que le corps n'est plus vu comme des parties indépendantes les unes des autres, mais comme un ensemble. Et on a comme ça des symptômes bizarres, des facteurs déclenchants qui n'ont rien à voir avec le lieu où siège la douleur, mais qui peuvent être dus effectivement à des problèmes de vertèbres déplacées, comme disent les ostéopathes, ou à des troubles de la Ce qu'on marche. comprend, c'est que le mal de tête, c'est toujours le symptôme de quelque chose d'autre qui ne va pas. Oui, mais... À part la migraine, qu'on peut, Oui. on est migraineux. D'ailleurs, est-ce que c'est génétique? Oui. Oui. Alors, il y a un paradoxe. On sait que c'est familial, on sait que c'est héréditaire, parce qu'il y a des familles de migraineux. On n'a pas isolé le gène de la migraine. On a isolé des gènes, une douzaine, qui se rapprochent et qui seraient responsables indirectement de la maladie migraineuse. Il n'y a qu'une seule maladie où on a découvert un gène, c'est, je crois, la migraine paroxystique. Ok, on vous la laisse. Sur le stress, l'influence du stress sur la migraine, est-ce qu'on on part en vacances, on est en vacances, on a moins mal à la tête, le fait d'être détendu et ailleurs. Sur la migraine, le stress intervient, mais je pense que là vous touchez à un point très important sur les céphalées de tension.
Les céphalées-tensions, elles sont vraiment liées à des états de stress, surmenage, d'anxiété, de surmenage. Dans les migraines, bien sûr, le stress peut engendrer n'importe quoi, donc pourquoi pas des migraines. Mais ça n'est pas le facteur ultime. Hein. D'accord. Alors, il y a des méthodes pour se soulager, peut-être même se soigner. Alors, bien sûr, il faut aller consulter son médecin généraliste, mais il y a aussi les plantes qui peuvent nous faire du bien. Eh bien oui, je voulais vous partager avec vous ce matin quelques remèdes de grand-mère, parce qu'elles ont souvent raison, nos grand-mères. Tout d'abord, dès que vous sentez la douleur arriver, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors attention, ne faites pas la même erreur que Nicolas, qui s'est massé, lui, les tempes, directement avec l'huile essentielle pure. J'ai perdu un doigt, un œil et une tempe. Voilà, là, ça brûle. Écoutez plutôt les conseils de notre rédacteur en chef, Tanguy Karmarek. Il faut mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur une compresse et l'appliquer sur la tempe. Sinon, vous pouvez la diluer 1 à 2 gouttes dans un peu d'huile végétale, ça peut être de l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'argan. Et là, vous pouvez masser vos tempes assis, au calme ou allongé pour soulager votre mal de tête. Autre remède que Nicolas préfère, c'est moins risqué pour ses yeux, c'est l'infusion de gingembre. Les racines de gingembre ont une action similaire à celle de l'aspirine. Il vous suffit de couper 3 à 4 rondelles de racines fraîches de gingembre et de les laisser infuser 20 minutes dans de l'eau bouillante. Et après, vous pouvez boire cette infusion. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez même rajouter du curcuma et du poivre. C'est le trio gagnant. Et on peut aussi se masser le pied, ce sera la prochaine étape de Nicolas. Exactement, bah oui, souvenez-vous, dans une de nos récentes émissions, on a parlé de réflexologie et on a vu que le pied était un peu un mini-nous et donc le gros orteil serait notre cerveau et la base du gros orteil, la nuque. Alors, pour soulager votre mal de tête, massez-vous le pied, le gros orteil pendant 10 minutes. Il faut d'abord l'enduire de crème et cela stimulerait la circulation du sang dans votre cerveau, favorisant ainsi la disparition de votre céphalée. Enfin, un dernier conseil, il faut penser à boire beaucoup d'eau. On a tendance à l'oublier, mais les maux de tête peuvent être le signe d'une déshydratation, même légère. Alors, on pense à boire régulièrement et lentement plusieurs verres d'eau. D'ailleurs, même si on n'est pas sujet aux maux de tête, il faut boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et surtout, si les douleurs persistent, on l'a dit et on le redit, allez voir votre médecin. Consultez son médecin. Il y a ces méthodes naturelles pour se soulager, mais un médecin, il peut faire quoi de plus ? Ça ne se soigne pas, là. Ça, c'est pas, vous ne pouvez pas curer la Non, on ne peut pas guérir. Voilà. On peut faire espacer les crises, diminuer leur intensité avec effectivement des antalgiques, des antimigraineux. Dans les céphalées-tensions, là, il faut recourir vraiment aux méthodes un petit peu plus, disons, manipulatrices comme l'ostéopathie, l'acupuncture, l'acupuncture, voilà, même les thérapies cognitives. Enfin, même on utilise même des antidépresseurs, mais à dose faible. Dans des cas vraiment rebelles. Il faut savoir aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les séances de relaxation, tout ça, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que le traitement médical, lorsqu'il est abusif, lorsqu'il est pris de façon quotidienne, de façon presque sans arrêt, quoi, si je puis dire, eh bien, il peut engendrer aussi des maux de tête. Ah oui, et là, ça devient, ça devient chronique. D'où l'importance d'aller consulter un médecin, au moins pour poser un véritable diagnostic et d'éviter la sur-automédication. Merci beaucoup, docteur Lévy, de votre éclairage. On part à présent retrouver Raphaël Yem, qui, vous le savez, aujourd'hui est à la Grande Halle de la Villette. Notre maillot de meilleur grimpeur, pardon Raphaël, je ne pouvais pas y échapper. Et aujourd'hui, vous vivez nature et c'est un salon qui regroupe justement toutes les associations qui permettent aux citadins de vivre plus green. Et de quoi dissiper vos maux de tête, évidemment. Je me balade donc ici à la Villette à la rencontre de ces associations. Moi, je suis sur le stand de la recyclerie. Regardez. Merci. Oui, très bien. Ok, c'était Nicolas Deuil. Nicolas, tu n'as pas éteint ton téléphone, ça c'est pas terrible. Il est génial ce téléphone, j'avais envie de vous le montrer. Quand on était gamin, on avait ça à la maison. Comment ça se fait qu'on a ça? Marion, elle représente la recyclerie aujourd'hui. On est sur son stand. Qu'est-ce qu'on fait à la recyclerie, qui est peut-être un lieu que vous connaissez, qui est où? Alors, la recyclerie se situe Port de Clignancourt dans le 18e arrondissement et c'est une ancienne gare de la Petite Ceinture, ce réseau ferroviaire qui faisait le tour de Paris au siècle dernier. Au siècle dernier, c'est la gare d'Ornano qui a fermé en 1930, 1950. Peut-être que d'ailleurs, on a des gens qui la connaissent, cette gare. Regardez, elle est là. On voit encore les vestiges de cette ancienne gare là. Oui, tout à fait. Et donc cette ancienne gare de la Petite Ceinture, nous on l'a réhabilitée il y a un peu plus de 4 ans. Et aujourd'hui, c'est un tiers-lieu d'expérimentation dédié à l'éco-responsabilité. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu, Marion? Un tiers-lieu, c'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est ce 3e lieu dans lequel on va pour une destination choisie et dans lequel on favorise la rencontre et l'échange. Et donc chez nous, on
on se rencontre et on échange autour de l'éco-responsabilité, du développement durable et de l'écologie pour construire ensemble une société plus juste et plus durable. C'est le pitch de notre émission. C'est ensemble, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait à la recyclerie? On fait plein de choses. En espérant qu'on soit une émission durable. Quand même. On peut boire et manger avec une carte responsable, ça c'est bien. Et puis on a aussi un atelier de réparation dans lequel on va réparer au lieu de jeter et partager au lieu de posséder. Mais ça c'est génial. On peut réparer plein de choses. On peut ramener sa machine à laver, on peut ramener son aspirateur. Alors, du petit électroménager. On peut ramener son mini aspirateur, son petit, son mini frigo, son transistor, son sèche-cheveux, tout ça. Donc on va essayer de réparer ça et puis on va pouvoir emprunter des outils en étant adhérent de l'association, bricoler sur place, avoir un échange de liens sociaux et de savoir-faire avec notre réparateur. Tout ça à l'atelier de réparation. Et puis on a aussi une ferme urbaine dans laquelle on produit, on valorise les déchets, on a des poules qui mangent les déchets du restaurant. Puisqu'évidemment, ce stand sert aussi d'exposition. On voit les poules qui sont là. Et vous avez aussi un autre projet, parce que là, on est dans le 18e arrondissement de Paris. Mais avec vous, on va jusqu'à Pantin. C'est ça. On prend le tram et on arrive à Pantin, juste ici, où là, on a un projet qui est porté par Signeoco, la même structure. On a 1 hectare sur un site ferroviaire et c'est en préfiguration de l'écoquartier de la ville de Pantin. On va réfléchir ensemble à fertiliser la ville de demain et quels sont les nouveaux usages pour une fois de plus aller vers un monde plus juste et plus durable. Ça va s'appeler comment? La Cité Fertile. La Cité Fertile, on sera au rendez-vous, on ira sûrement vous la faire visiter tout à l'heure dans ce salon, une autre association qui essaie de rendre aux citadins cette ville durable. À tout à l'heure. Merci beaucoup Raphaël, à tout à l'heure. Ensemble et c'est mieux se poursuit tous les jours, vous le savez. On aime mettre en lumière une personnalité qui nous inspire et aujourd'hui c'est une femme qui a créé son laboratoire d'idées et son business intergénérationnel. Ensemble les citoyens. Soyez la bienvenue, Stéphanie Serré-Annichini. Vous êtes présidente et fondatrice de Cocoya, laboratoire d'idées et plateforme de mise en relation intergénérationnelle autour de la formation au numérique. Ça fait beaucoup de mots empilés les uns aux autres. Ça peut faire peur, mais on va raconter évidemment de quoi il en retourne et puis raconter votre parcours hyper inspirant aussi, puisque c'est une sorte de deuxième vie que vous avez entamée il y a quelques années. Cocoya, pour commencer, créé en février 2017, un service qui vient en aide à tous ceux qui galèrent avec le numérique. Ordinateur, tablette, mail, virus, comment on bouge la souris, etc., etc. Précisément sous quelle forme ? Alors, nous, notre idée, c'est de créer du lien intergénérationnel. On a une vraie force, ce sont tous ces jeunes qu'on appelle les digital natives. Et on s'est dit... Ceux qui sont nés, en fait, avec déjà tous les outils numériques, contrairement à nous, notre génération, qui les avons abordés au fur et à mesure de notre vie. Exactement. Et l'idée, c'est de dire c'est une véritable force pour notre société. Et ces jeunes sont pour nous les mieux placés pour transmettre leurs compétences sur les nouvelles technologies aux gens qui sont leurs aînés et qui n'ont pas été élevés avec ça. Alors donc du coup, nous, on recrute nos formateurs qu'on appelle les Cocoya Trainers dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles web. Et il y a une caractéristique qui est très importante, c'est qu'ils sont tous extrêmement pédagogues. Ils ont envie de transmettre et pour eux, le sujet sociétal de l'inclusion numérique, c'est vraiment un facteur très important auquel ils veulent participer. Le point de départ, le constat aujourd'hui, c'est de ne pas savoir servir d'un ordinateur, c'est quand même ultra pénalisant. Et je sais de quoi je parle. Exactement. C'est qu'aujourd'hui... Et ça pénalise les autres aussi. Et ça pénalise tout le monde. Absolument. Aujourd'hui, on utilise Internet pour tout. Pour les démarches en ligne, on utilise Internet. La déclaration d'impôt bientôt sera obligatoire sur Internet. Je ne sais pas, vous, quand vous commandez une pizza, vous la commandez sur Internet. Quand vous voulez communiquer avec vos amis sur WhatsApp, à l'étranger ou ailleurs, vous utilisez Internet. Donc, ne pas maîtriser Internet aujourd'hui, c'est vraiment un facteur d'exclusion. Ouais, or, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 13 millions de personnes qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies. C'est quand même 23% de la population. Donc, notre idée, c'est vraiment de participer. C'est que la génération de nos parents, ça touche aussi dans ces 13 millions des plus jeunes ? Alors, en fait, très peu, non ? Dans les 13 millions, il y a deux facteurs. Un premier facteur, c'est un facteur social, d'origine, d'environnement dans lequel on est. On n'est pas équipé, on ne peut pas apprendre ce genre de choses. Et l'autre facteur, c'est un facteur générationnel.
Et il faut savoir que les plus de 60 ans sont surreprésentés parmi les 13 millions de personnes. Mais comment vous recrutez les mentors? Vous disiez tout à l'heure, ce sont des jeunes, mais qui ont quand même un statut d'indépendant. Oui, alors nous, l'idée, c'est de proposer un job étudiant sympa et valorisant pour ces jeunes. Donc, ils ont un statut de micro-entrepreneur parce qu'en fait, ils ont vraiment une mentalité de jobber. Surtout les jeunes qui travaillent dans l'informatique, ils vont faire un site web pour une start-up, ils vont livrer des sortes des de pizzas. pigistes volants comme ça qui peuvent travailler sur des projets Voilà. freelance. Voilà, exactement. Donc, ils fonctionnent comme ça et ils travaillent avec nous pendant leurs études et puis ensuite, ils ont un métier. Alors, ce que vous proposez, ça va d'un cours d'1 heure qui va vous coûter 30 €, des formules de véritable formation, 350 € les 12 heures, mais surtout, parce que ça existe, ça déjà un peu, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez au domicile de ceux qui sont concernés. C'est-à-dire qu'on apprend à se dépatouiller avec son propre matériel. Parce que c'est une chose de savoir sur son ordinateur, c'est une autre chose que de le savoir sur son propre ordinateur. Moi, je sais que ma mère, elle me dit, il me parle, il ne veut pas, comme si c'était une personne un peu récalcitrante. Oui. Donc, c'est ça aussi la spécificité de Cocoya? Absolument. En fait, l'idée, c'est de dire que quand on passe d'un outil à un autre, on est déstabilisé. Donc, nous, on va au domicile pour pouvoir travailler avec son propre ordinateur, sa propre tablette, sa propre imprimante. Et l'idée, vraiment, nous, c'est de faire monter les gens en compétences progressivement sur leur propre outil, avec patience et pédagogie. Alors, il y a bien sûr l'ordinateur, les mails, savoir aussi pour la vie citoyenne, la vie de tous les jours, les impôts, vous l'avez parlé, mais c'est aussi savoir utiliser sa tablette, savoir faire un FaceTime avec ses petits-enfants, tout ça c'est très important. En tout cas, la vie numérique, vous le dites, aider le citoyen à devenir acteur de sa vie numérique, c'est le principe de Cocoya, parce que la vie numérique, elle est partout désormais. Et surtout, elle est enseignée, y compris à l'école. Ça devient un support pédagogique. Regardez cet exemple à Elancourt. Elancourt dans les Yvelines. Son école publique et sa classe de CE2 très dynamique et très high-tech. Depuis la rentrée, on expérimente ici une nouvelle manière d'apprendre, plus autonome grâce au numérique. Les élèves travaillent en petits groupes et le professeur passe de l'un à l'autre pour offrir son aide. Comme tu t'es bien entraîné sur les tables de multiplication. Un planning des travaux à réaliser sur 2 jours est remis aux enfants et chacun choisit librement comment s'organiser. Tous assis par terre face au tableau numérique. Apéritif, c'est un nom. Chacun participe au cours de grammaire. On peut dire un apéritif. Mais l'activité qui séduit le plus les enfants s'appelle Timio. Ça va mon petit robot? Alors je vais te programmer. On est en train de s'entraîner à programmer Timio pour qu'il réussisse le parcours. Il a réussi à passer. Voilà pour cet exemple dans une école, c'est dire. Alors vous avez aussi de l'apprentissage pour les enfants et pour les parents pour savoir justement comment réguler cette offre numérique qui nous ensevelit un petit peu. Mais surtout, j'aimerais revenir sur votre parcours parce que je pense qu'il va pouvoir en inspirer certains qui nous regardent. Donc présidente et fondatrice de votre entreprise, 60 apprenants, 60 mentors se déplacent. Mais au départ, ça n'était pas forcément votre karma, j'allais dire. C'est une sorte de deuxième vie que vous avez entamée parce qu'au départ, vous êtes salarié d'une entreprise, vous faites du conseil, vous suivez votre mari en Angleterre, il est muté, vous êtes à Londres et puis vous renouez avec une envie de jeunesse de participer à une fac de psychologie et là, l'idée commence à germer, vous rentrez à Paris, vous dites mais mince, en fait, le coaching familial n'existe pas et vous vous plongez dans cette idée de l'intergénérationnel en créant un laboratoire d'idées. Oui, absolument. Au tout début, c'est parti d'un besoin personnel. Ma fille était en primaire et elle commence à me demander est-ce que je peux jouer à Movie Star Planet. Ensuite, je vois sur l'iPad qu'il y a des dépenses qui sont faites sur un jeu vidéo sans que je m'en rende compte, etc. Et je me suis dit, mais voilà, je me sens complètement dépassée. Et l'idée, c'était d'aider les parents
à guider leurs enfants dans le monde numérique comme ils font dans le monde réel. Et ça, c'était un vrai besoin qui avait été identifié. Donc, on a organisé un certain nombre de conférences avec des experts qui portaient des regards croisés sur des thématiques telles que le temps passé sur les jeux vidéo, telles que l'info ou l'intox sur Internet. Et on a aussi organisé des ateliers auprès d'élèves d'école primaire sur tout ce qui concernait les bonnes pratiques Internet. Et en 2017, vous avez été lauréat du concours Talent BGE. Oui. Ça veut dire qu'en fait, c'est la preuve qu'on peut toujours avancer et apprendre à tout âge. Oui. Absolument. Vous parlez par rapport à mon parcours personnel? Oui, par votre parcours, c'est-à-dire de vous oui, c'est ça. Et aux gens qui sont sur la plateforme aussi. Oui, absolument. Entreprendre, on peut entreprendre, il faut se lancer. Absolument. Moi, j'avais fait effectivement une quinzaine d'années de conseil. C'était passionnant, mais c'était beaucoup aussi sur des problématiques liées à la formation, à l'introduction du numérique dans les sociétés. Donc, il y a un lien avec ce que je fais actuellement. Et c'est vrai que franchir le pas en deuxième partie de carrière, c'est un vrai challenge et vraiment, je ne le regrette pas une seconde. Ouais, mais ça se voit, ça se voit. Merci. Vous allez rester avec nous parce que le savoir-vivre ensemble, l'intergénérationnel, c'est aussi son affaire. On va accueillir à présent le directeur du 104 parce qu'on a envie d'échanges inédits, de tables ouvertes ici et c'est notre vue d'ensemble. Bienvenue José Manuel Gonçalves. Vous êtes donc le directeur du 104 établissement culturel qui a fêté ses 10 ans l'an passé. Vous en êtes le directeur depuis 2010. Un lieu de culture différent, ouvert sur les autres, sans barrière, sans contrôle de sécurité. Incroyable. Que vous inspire le parcours de Stéphanie, justement, de se révolutionner, de se reconstruire, de miser sur l'intergénérationnalité? Waouh, j'y suis arrivée. C'est intelligent et sensible, tout ce qu'on aime au 104. Bravo à vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher de notre micro, sachez-le. C'est pour la mise en scène. Vous-même, vous vous êtes réinventé, parce qu'au départ, vous n'étiez pas très fort à l'école, vous étiez prof de tennis, et puis un jour, quelqu'un vous propose de reprendre une friche, et vous devenez la personnalité culturelle qu'on va apprendre à mieux connaître tout à l'heure. Mais c'est important de savoir justement se remettre en question, d'attraper les opportunités comme ça. Je crois que c'est important de rester connecté au monde et aux gens qui vous entourent. Et au fond, je crois d'avoir des convictions. Et les miennes, c'était celle de partager avec les autres le plus possible des relations. Alors ça passe par le sport au début, la lecture beaucoup, les arts très vite. Et faire toujours... d'une certaine manière, rester ouvert toujours sur un autre monde quand on est sur une thématique ou sur une conviction, se dire qu'en même temps, c'est bien d'aller voir à côté. Et puis, ces à côté, ils ont fait que ça a débordé, c'est devenu un peu le centre, quoi. Stéphanie, vous connaissez le 104? Vous êtes déjà allée? J'y suis jamais allée, mais oui, je connais un petit peu. Et vous parliez de la curiosité, mais c'est vrai que l'accès à la culture, il passe aussi par le numérique et le digital. Absolument. C'est indissociable. Extrêmement important. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons au 104 un certain nombre d'activités, on va dire, créatives, essentiellement autour des artistes, mais aussi autour des entrepreneurs, qui sont là aussi des personnalités qui créent de nouveaux usages, en tout cas qui essaient de nous faciliter la vie. Et notamment, nous avons la 104 Factory, qui est en fait un incubateur de jeunes entreprises, dont certaines, effectivement, travaillent beaucoup à essayer de faciliter au fond l'accès au numérique, et c'est ce qui explique notamment la réussite de certaines entreprises qui sont et c'est des gens très très jeunes, donc c'est pas une question simplement d'âge, c'est pas une question à un moment on arriverait à une certaine maturité à prendre conscience qu'on a lâché quelques autres. Non, c'est que très vite aujourd'hui, même les très jeunes ont bien compris qu'il fallait absolument relier tout le monde. Les jeunes et les moins jeunes, j'imagine que dans les seniors qui font appel à vos services, c'est aussi pour pouvoir consulter les musées du monde entier, puisque désormais ils sont accessibles à portée d'Internet, de pouvoir s'acheter des places de théâtre. La culture fait partie aussi de l'usage des seniors. Absolument. C'est une vraie richesse de savoir utiliser Internet pour s'informer sur la culture, de télécharger les applications qui permettent de savoir quel spectacle, à quel endroit, voyager dans les différents pays. Et les seniors en sont tout à fait conscients, et c'est ceux aussi qui les attirent
dans l'utilisation. Oui, parce qu'Internet, finalement, c'est la plus grande encyclopédie du monde. Tout est sans même un billet d'avion. Merci beaucoup, Stéphanie. On renvoie à votre site si vous êtes intéressé par Cocoya. José Manuel Gonçalves, vous restez avec nous, s'il vous plaît. On va parler en détail du 104, qui est vraiment un endroit très particulier à Paris et qu'on avait envie de vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Sachez qu'en tout cas, il est vraiment pour tout le monde. Mais d'abord, on va retourner non loin de chez vous, à la grande halle de la Villette, retrouver Raphaël Yen qui nous fait vivre, et qui rigole en tout cas, qui nous fait vivre le salon Vivez Nature. Et la nature vous va bien, vous avez une bonne nature. Ah bah c'est ça, bonne nature, vivez nature, du coup ça me donne le smile. J'espère aussi que je vous le transmets, vous qui nous regardez. C'est le dernier jour de ce salon, ça ferme ce soir à 18h. On est donc à la Villette et là on est chez Basile, du côté de Saint-Denis. Qui est ce Basile, Marie ? Personne. À l'origine, c'était le coq que vous voyez derrière qui est en photo. On a dû s'en séparer malheureusement parce que mais qui est devenu le logo. Voisine qui l'aimait pas, mais il est devenu le logo. C'est devenu le logo de l'emblème, l'association. c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait chez Basile alors ? On fait du coworking. Du coworking. Mais oui, c'est ça l'originalité. Mais en fait, on est principalement des poules, puisqu'il y a surtout des femmes chez Basile. Donc on fait du pool working là-bas. On fait du pool working, voilà. On développe des projets, des beaux projets. On crée des produits locaux. Donc comme Shona. Ah bah Shona, qui est juste à côté de nous. Bah, je vous la présente tout de suite parce que sur son stand, évidemment, on découvre, on sait aussi que du côté de chez Basile, on fait de l'agriculture urbaine. Hein, c'est pour ça qu'il y a des coqs, des poules, etc. Et on aura nos premiers plans à la vente en avril 2019. Ah bah on ira faire un tour avec ensemble, c'est mieux. On fera ça. Shona est là et Shona fait partie des, bon, pas des coworkeuses, des pool workeuses. Je sais plus comment on dit. Shona, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi ? Bah moi, je suis la créatrice de Pousse de coton. J'ai mon atelier du coup en coworking et je crée des accessoires en cuir et coton imprimé. Ah bah tu peux nous montrer s'il te plaît, puisque c'est en vente aujourd'hui, allez-y. Allez-y mesdames et messieurs, aujourd'hui on vend de la pochette. J'ai des petites pochettes comme ça, ou alors des petites bananes, des tablettes, enfin des pochettes pour tablettes et des petits porte-monnaies. Et le fait de t'installer toi dans ce coworking, ça t'a apporté quoi ? Ça m'apporte de pouvoir partager avec d'autres porteurs de projets ou d'autres femmes qui entreprennent. Et moi je suis dionysienne, donc du coup c'est dans ma ville et du coup je fais des produits hyper locaux. Ah bah pour le coup, hein, on parle d'agriculture urbaine, mais on parle aussi de produits locaux. Dans les produits locaux, il y a aussi l'artisanat et évidemment tout ce qui se fait du côté de chez Basile. Merci les filles. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour quand vous viendrez ici à Grande Halle de la Villette chez les copines de chez Basile. Elles s'appellent Mona et Marie, Shona et Marie. Je dis n'importe quoi, j'ai fait un switch des deux noms. Mais là, je voulais vous présenter une autre association justement qui se développe dans l'agriculture urbaine et qui sont du côté de Bobigny, si je me trompe pas. La ferme est à Bobigny ? Tout à fait, oui. C'est ça. Bon voilà, on est chez La Sauge. Qu'est-ce qu'on fait à La Sauge ? Alors à La Sauge, la mission c'est qu'on veut que tout le monde jardine 2 heures par semaine. Donc du coup... On a l'impression de prendre des travaux d'intérêt généraux. Tout le monde doit jardiner 2 heures par semaine. Non, en fait c'est plutôt dans une idée positive. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a... En fait qu'il y a peu de gens qui le pratiquent aujourd'hui et on a très envie que tout le monde s'y remette, surtout en milieu urbain. C'est pour ça qu'on a cette petite ferme à Bobigny où il y a plein de jardins qui expliquent à quel point en fait c'est fun de jardiner 2 heures par semaine. Qu'est-ce que ça va nous apporter en 2 mots ? Justement d'aller jardiner 2 heures par semaine. En 2 mots, nous on pense que déjà il y a la problématique de la reconnexion avec son alimentation et le cycle des saisons. La deuxième chose, c'est de préserver, même de diffuser des savoir-faire qui sont essentiels. C'est vrai que finalement, on a toujours su jardiner, sauf dans les dernières dizaines d'années. Sauf Julie Jacquard. Elle sait pas tisser, mais elle sait pas jardiner. Pardon. Et puis la troisième chose, c'est qu'on espère que ça va susciter des vocations, que ce soit à la ville ou à la campagne, parce qu'il y a des métiers en fait avec l'agriculture urbaine, mais aussi dans la transition écologique. Et on a besoin de gens en fait qui se passionnent pour ce métier qu'est être agriculteur. Merci camarades. Passez à La Sauge aussi. Si vous êtes dans le coin, à tout à l'heure pour la fin. Merci beaucoup. Ensemble, c'est mieux. La troisième partie en compagnie du directeur du 104, situé au 104 rue d'Aubervilliers, mais aussi au 5 rue... Ok, bah ouais, mettons de la musique au 5 rue Curial. José Manuel Gonçalves. C'est un détail architectural, mais que ce bâtiment il soit ouvert des deux côtés, ça a beaucoup de sens. Oui, absolument. Ça relie, d'une certaine manière, c'est un peu l'autre pont qui relie le 19e et le 18e arrondissement. Puis ça raconte ce qu'est ce lieu, c'est-à-dire qu'il essaye de lier et de relier
les personnes et les activités entre elles. Alors vous avez une phrase que j'aime beaucoup, vous dites « les lieux culturels compris doivent être avant de devenir ». Il est comment ce 104 alors? Il est grand, il est vaste, il fait 39 000 mètres carrés sur 2 étages. Et c'est un lieu qui essaye de combiner à la fois, alors tout d'abord, sa définition aujourd'hui, on le définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. Alors lieu infini, pourquoi? C'est une notion qui a été élaborée il n'y a pas très longtemps par l'équipe de Encore Heureux, une équipe que nous avons reçu ici, Nicolas Delon, vous avez présenté à la Biennale de Venise. Oui, mais on est au point. Voilà, bravo. On est transversal. Voilà, voilà, je le confirme. Et donc cette équipe avec laquelle évidemment, et qui est en résidence au 104, et a remporté la Biennale de Venise. Et à cette occasion, ils ont décidé de travailler sur des lieux qu'ils ont nommés infinis, et infinis parce que, au fond, ils savent s'adapter aux usages des populations, toujours sur des thématiques. Nous, la thématique, c'est celle de la création, extrêmement importante pour nous. C'est un lieu donc d'accueil de toutes les créations, fondé évidemment sur les artistes professionnels qui résident. Mais pas seulement, aussi tous ceux qui ont envie de créer. Et puis après, on articule tout ça d'une manière originale, renouvelée. Tous les mardis, on retravaille sur des scénarios qui font que le lieu n'est jamais à l'identique et permet au fond à la population de se réaliser. Et surtout, s'il n'est jamais identique, c'est qu'on peut s'y exprimer soi-même. Moi, j'aimerais que Julie raconte, en fait, en vous recevant. Oui, en fait, en lisant votre bio vendredi, j'avais entendu parler du 104, mais j'étais encore jamais allée. Et en fait, j'ai décidé, en plein après-midi, je me suis dit, je vais aller faire un tour. Je suis obligée de voir ce qu'est le 104 avant de vous recevoir. Et j'ai adoré cet endroit avec, effectivement, vous disiez tout à l'heure, on voit des professionnels, mais on voit surtout ce qui m'a bluffé, c'est des jeunes danseurs qui s'exercent, des jeunes qui vont aussi et des moins jeunes théâtre, aussi, et des moins jeunes. Il y avait une dame qui avait un certain âge avec son cerceau, qui travaillait sa souplesse. Et c'est ce lieu de vie avec aussi la maison, on va en parler des petits, et il y a aussi ces boutiques Emmaüs, et de réussir à créer en fait ce dynamisme dans un endroit un peu quand même éloigné aussi, il faut y aller. Et ben j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Très réussi, et puis surtout vivant. Moi, j'y ai vu un match de foot, c'est-à-dire que c'est pas que de la culture où on se dit oh là là, c'est pas pour moi, je vais rien comprendre, c'est un télo. C'est qu'en effet, c'est un espace de vie. Voilà en quelques images ce que ça donne le 104. Il est assez étonnant de constater que ce lieu, dont le nom est un nombre, présente à ce point le trait de ne souffrir d'aucune forme de comptabilité. Singulier. Création, mouvement. Bonheur. Surprenant. Plaisir. Liberté. Attachant. Beauté. C'est un endroit de confiance, de respect, fidèle allié des précurseurs et autres fous à la lucidité salutaire. Alors tous les artistes ont le droit de citer chez vous sa vie quasiment 24 heures sur 24. Quel est le lien qui les unit tous? C'est un lien artistique avant tout? Je crois que c'est le désir de la création et de la création libre. La liberté et les moyens qui sont donnés à chacun, quel que soit son statut. D'ailleurs, c'est pas une donnée, mais quel que soit son statut, on peut bénéficier d'un espace, d'un moment et d'une attention. Évidemment, c'est tout d'abord un lieu qui offre un outil exceptionnel à tous les artistes du monde entier et qui les produit, les accompagne dans la création et les expose, que ce soit en matière d'art contemporain, comme en ce moment à Valbuena, ou Jacques Gamblin, encore vendredi, quand il fait sa conférence. Mais il y a des rencontres aussi qui se créent entre artistes. Enfin, il y a absolument. Après, l'espace est totalement... En fait, vous avez des lieux qui sont des lieux techniques pour que les artistes puissent répéter, puis après présenter au public. Et puis, vous avez des lieux qui sont les espaces libres. Et ces lieux, au fond, ils sont investis par des artistes que l'on découvre le jour même. Certains, on pense qu'ils sont amateurs, parce que comme ils sont dans une sorte de place publique couverte, ce sont des amateurs, mais quand on s'approche, on voit qu'il y a des amateurs, mais il y a aussi
des professionnels qui décident de répéter librement sur une place publique. Encore dernièrement, les répétiteurs de Michael Jackson, on les a découverts le matin. C'est fou. C'est devenu un spot où les gens se passent le mot en se disant j'ai pas besoin de réserver, je peux venir là et être à côté effectivement de jeunes gens de théâtre, de dames qui font des danses colombiennes. Ou qui font mais c'est riche en fait, c'est ce qui fait. Absolument. Alors en général, en culture, c'est un vœu pieux, c'est-à-dire de se dire on va mélanger tout le monde, la culture sera pour tous, etc. Et souvent, ça ne marche pas, ça capote. C'est pas le cas au 104. Alors, ça fait flop pendant 2 ans. Et puis, une fois que vous avez repris, il faut bien l'avouer, la maison, tout va bien, avec environ 700 000 visiteurs par an. C'est quoi votre recette ? C'est quoi le secret pour que cette fois-ci, ça marche ? Je crois que c'est de porter une attention à tous les éléments qui constituent la rencontre, en fait. Tout d'abord, c'est un immense respect, une immense attention envers les artistes. C'est important, ils nous offrent de la liberté, du souffle, de l'imagination qu'on n'ose souvent individuellement pas prendre, et ça insuffle quelque chose dans un établissement. Puis après, c'est de porter autant d'attention au choix que vous faites des spectacles et des expositions et des artistes qu'à la manière dont vous allez établir une relation entre une population qui n'est pas encore un public et ces artistes. Et là, vous réfléchissez dès l'endroit où vivent les gens et leur parcours jusqu'au 104. Et donc, vous les aimez plus que tout, les artistes. Pardon ? Vous les aimez plus que tout. Ça se sent pour que ça du marche. moins autant que le public. Oui. En tout cas, je ne fais pas de différence. J'aime en général les êtres humains dans toute leur diversité. Et il se trouve que les artistes ont une fonction particulière qu'il faut soutenir de manière extrêmement forte, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et on parlait tout à l'heure d'intergénérationnel. Vous avez créé aussi la Maison des Petits, c'est inspiré un peu de la Maison Verte de Françoise Dolto. Parce que l'éveil culturel, ça s'apprend dès le berceau. En tout cas, tous les moyens sont bons pour offrir de la liberté dès le plus jeune âge. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un accompagnement qui est un accompagnement à la fois psychologique et ludique, et où on peut effectivement se rendre. Alors le principe, c'est de 0 à 5 ans. On ne laisse pas les enfants et on les laisse. On y va en famille. C'est toujours au moins un parent avec un enfant. Et là, on partage avec 4 aidants qui échangent sur des jeux qui sont créés spécialement par les personnes qui sont là et dans un univers réalisé par Nathalie Crasset. On est toujours en contact, en immersion avec une œuvre d'art dont on ignore souvent, au fond, même la qualité de l'artiste. Quand vous arrivez au 104, vous avez des enseignes lumineuses qui vous pensez que ces enseignes lumineuses, c'est une œuvre d'art réalisée par Pascal Martin Taillou, achetée par le Centre Beaubourg, et l'artiste a voulu que cette œuvre reste en place, et c'est l'un des plus grands artistes africains contemporains. Et donc quand on arrive, on est accueilli par les artistes. Si je dis que ce lieu, il vous ressemble beaucoup aussi du fait de votre parcours. Vous venez d'un milieu modeste, vous êtes né à Lisbonne, vous avez rejoint votre père qui travaillait dans une cimenterie à Roanne. C'est-à-dire vous n'étiez pas né dans la culture. Et c'est par appétit et par générosité et par envie de tendre la main que vous faites ce lieu. Est-ce que ça correspond à... Sachant que si on doit rappeler les lignes de votre CV, et elles sont nombreuses, il y a eu les Ulysses que vous avez remis en selle, vous avez la ferme du Buisson, alors là c'est le plus gros succès à Marne-la-Vallée, 15 000 habitants dans la ville, à 30 minutes de RER de Paris, au final 135 000 spectateurs par an. En 2010, vous atterrissez au 104, qui devient un vrai lieu de vie culturelle. C'est quoi ? C'est vraiment de se dire il faut tendre la main, et tous ceux qui disent ça n'est pas pour moi, ça sera pour eux aussi. Je crois tout d'abord qu'on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez vécu une expérience et que cette expérience, elle vous a transformé, elle vous a rendu en tout cas sûrement en tout cas plus sensible, plus humble aussi, plus à l'écoute. Sûrement. À partir de là, vous avez qu'une envie, c'est d'agrandir ce que vous avez vécu et de le partager. Il se trouve que les artistes m'ont vraiment transformé, m'ont permis entre autres d'être là aujourd'hui avec vous. Est-ce que si j'avais continué à faire du tennis, c'est dire si vous êtes là, si vous êtes avec nous. Si je suis avec vous, donc forcément. Oui, là, on est là. Vous auriez créé autour du sport ou du tennis.
probablement. On fait quelque Non, je crois vraiment que les artistes nous amènent quelque chose qu'il nous faut saisir. Et tous les moyens doivent être bons pour permettre au plus grand nombre de rencontrer les artistes. Ça, le c'est 104, en tout cas, c'est vraiment le bon numéro culturel. Et ça m'amène tout droit au quiz de Nicolas. Ouais, parce que moi aussi, je suis un petit artiste à mon niveau. J'aime faire jouer les gens. On va faire une espèce de question pour un champion en mélangeant Paris et les chiffres. Alors attention, chez vous, pas d'indice. On y va. Je suis un élément du mobilier urbain, initialement parisien, de forme cylindrique. Je sers principalement de support à la race canine pour lever la patte et se soulager. Mon prénom est Colonne. Colonne Maurice. Bien. Je sers aussi à la promotion. Je sais pas si je vais jouer, mais bon, et pourquoi est-ce que je sers aussi à la promotion des spectacles et des films? Et il y en a 550 à Paris. Tant que c'est pas 550 questions. Non, ça va aller. Mais on apprend aussi. Alors attention, je suis une petite structure presque fermée. Mes habitantes n'ont jamais le bourdon et sont très travailleuses. Elles fabriquent une substance que l'on retrouve aussi dans les oreilles. Oui. Oh. Ruche. Oui, c'est dégueulasse. Il y en a combien, à votre avis, de ruches à Paris 100 000. Ouais, n'importe quoi. Oui. La folie des grandeurs. J'essaie de répondre. Il y en a déjà 700, c'est pas mal. À l'Opéra, au Grand Palais, au Musée d'Orsay, la Tour d'Argent, le Luxembourg, chez des particuliers, les rooftops et les hôtels. Rafale nous l'avait montré. Attention, c'est parti. Je fais partie du paysage urbain. Je rends la vie un peu plus agréable. On peut me regarder, me sentir, me prendre dans ses bras et me faire des câlins pour aller mieux. Je sers à la fois de puits de carbone et de purificateur d'air et de climatiseur. Un composteur. Je produis de grandes quantités d'oxygène. Je suis un arbre. C'est bien, nous sommes 15. Combien d'arbres à Paris 100 000. C'est bien, n'importe quoi. Beaucoup plus. Beaucoup plus, évidemment. Presque 500 000 arbres à Paris. Ah bon On y va. Ma longueur totale cumulée à Paris est de 2900 km. La Seine. Ouais, c'est ça. À titre de comparaison, cette distance est plus grande que celle séparant Paris de Moscou. Mon premier sera construit sur le Pont Neuf, le tout premier de la capitale. Attention, il faudra attendre encore 2 siècles pour que cet espace réservé aux piétons se démocratise. Les non, quais toujours pas. Les quais Non. On me foule, on me arpente, on me monte, on me descend, on trottine, on tapine sur moi. Je peux être glissant et dangereux. Les trottoirs, absolument. 2900 km. 2900 km de trottoirs à Paris. Qui l'aurait cru? Vous en avez rien à faire? La dernière. Une petite dernière. J'ai 32 siècles. Les Japonais en visite à Paris aiment me prendre en photo. Je ne suis ni Michou ni Orlando. Je suis d'origine égyptienne. Je ne suis pas Dalida, ni Champollion. L'obélisque? Oui, l'obélisque, absolument. De la place de la Concorde. Tu l'as bien séché. Il y a 32 siècles. Bon, et sinon, il y a le 104. Et sinon, évidemment, il y a le 104. On va partir voir Raphaël Guillem pour le saluer une dernière fois à la Grande Halle de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le dernier jour de Vivez Nature. Donc, pour tous les citadins en mal de green, c'est là-bas que ça se passe. Raphaël, tu t'allonges? Ah, massage. Ah bah oui, je m'allonge, pardon, excusez-moi, parce que du coup, non mais fais ta vie, on est toujours au salon du bien-être, Vivez Nature, et aussi on peut se faire masser ici. Donc ah bah on y va les gars, allez on se masse. Tout ça pour vous dire que non mais vas-y, je t'en prie camarade, le salon. On fait vraiment ça ce matin? Oui, on fait ça. Le salon se ferme aujourd'hui, ferme à 18h ce lundi. Oh là là, ça commence. Donc c'est gratuit. Oh là là, si vous avez envie de venir, vous n'hésitez pas. D'autant qu'il y a le spa Montcalache aussi qui est là. Hein. Donc vous pourrez aussi vous faire masser. Demain, les amis, nous serons à Beson. À Beson, si je me trompe pas, c'est dans le 91. Et demain, nous serons à Solycycle. On va réparer des vélos. Voilà ce qu'on va faire. Dis au monsieur d'appuyer bien fort. À demain. Et Beson, c'est dans le 95, me dit-on. Merci beaucoup, Raphaël. Demain, nous, on vous parlera de la fin programmée des téléphones fixes. Muriel Hermine, la championne de natation synchronisée, viendra nous parler de son école de la deuxième chance. C'est passionnant, il faut l'aider. Et puis Pierre Palmade nous parlera de Lien. C'est le nom de sa pièce au théâtre Montparnasse. C'est à voir, ça nous a bien remué ce week-end. Pour réagir, évidemment, vous savez que vous pouvez nous contacter par 3 moyens. Et puis, donc le numéro de téléphone, peut-être, on peut le montrer, 0805 383 383, un mail paris-idf, ensemblecmieux.fr et puis le groupe Facebook. Merci beaucoup, José-Manuel Gonçalves. On se rend donc au 104, c'est gratuit, c'est chouette. Question rituelle, terminez ma phrase. Ensemble, c'est mieux parce que... Ça nous rend plus intelligents. Ah ben voilà.
Et on est plus intelligent aujourd'hui après cette émission. Merci à tous, on vous embrasse, passez une excellente journée. Et bien sûr, le journal de France 3 Paris-Île-de-France avec Carla Carrasca dans quelques minutes. Salut!